Salut tout le monde, on va faire un petit passage aujourd'hui par le Vietnam. Pourquoi? Parce que simplement je reviens de vacances du Vietnam. Je vais pas rentrer dans tous les détails, mais en gros, les détails personnels. En gros, je suis resté sur la ville de Ho Chi Minh, anciennement Saigon, donc elle a deux noms, mais c'est la même ville. C'est la deuxième ville du Vietnam, qui a à peu près 7 millions d'habitants, je crois, de mémoire, qui est quand même plus grande que Paris en habitants. Et je voulais parler de ce sujet-là dans le sens que aujourd'hui tout le monde se revendique la volonté de quitter la France, quitter l'Europe même, pour aller vers d'autres continents, vers d'autres choses. Donc la question se pose, est-ce que bouger ailleurs c'est mieux? Est-ce que l'Asie, qui est tellement vantée sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est vraiment le paradis? Est-ce qu'il y fait bon vivre? Je vais spoiler un peu la fin, je vais vous dire que franchement non. Franchement, il n'est pas si sûr que ça. Et je me demande si on se foutrait pas un peu de notre gueule sur les réseaux sociaux quand on nous vante autant que ça l'Asie. Ou alors je me demande quels sont les genres de personnes qui vantent l'Asie. Alors, mon vol a transité par Dubaï. Déjà, Dubaï, alors je n'y ai pas accès, j'avais pas de visa ni rien, donc je transite simplement par le mall commercial, hein, un transit aéroportuaire. Par contre, ce que je peux dire, d'ailleurs c'est intéressant parce qu'à l'aller et au retour, j'ai transité par Dubaï. Au retour, c'était quand même plus agréable. Donc, est-ce que le fait d'aller vers des pays riches, c'est-à-dire en Europe, l'accueil n'est pas le même? Je ne sais pas. En tout cas, à l'aller, on nous a déposés sur le tarmac. Encore heureux, c'était peut-être 6h du matin, il faisait nuit, il faisait frais. Mais t'imagines quand on te dépose sur le tarmac, que tu descends l'escalier comme un EasyJet en fait. Alors que c'est un long courrier. Mais là, c'était comme un EasyJet. Donc j'imagine que quand on te lâche comme ça sur le tarmac et qu'il fait 50 degrés au mois d'août, ça doit être assez sympathique, tu vois. Donc première chose, et donc on te lâche sur le tarmac, tu montes dans un espèce de bus, t'es entassé dedans avec la classe business, de ce que j'en sais, hein, à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne les chercher, mais je pense pas. On est tous entassés dedans avec la classe business qui paye plusieurs milliers d'euros le ticket de voyage quand même. Et on se retrouve au milieu d'un bidonville indien, quoi. C'était vraiment à ça que ça me faisait penser. Avec des espèces de voiturettes toutes pourries, des Indiens partout. Tout avait l'air en fait délabré, crade, pourri. Voilà. Bon, après c'était le tarmac de l'aéroport. Check-in, sécurité, etc. Je repars assez vite pour Ho Chi Minh. Et au retour, pour parler vite fait de Dubaï, au retour là effectivement on est évacué dans un... Je connais pas les noms, hein, mais vous savez dans les couloirs... qui touche la porte de sortie de l'avion. Et là, je tombe dans un mall commercial beaucoup plus agréable. D'ailleurs, je croise des croissants à 6€. Donc, c'était quand même plus agréable au retour. Voilà, pour faire assez rapide. Mon transit rapide par Dubaï. Et Dubaï, en fait, c'est impossible de prendre des photos. À l'aller comme au retour, c'était dans une tempête de sable. Enfin, il y a un brouillard de sable au-dessus de ce pays qui est au-dessus des Émirats qui est assez consistant. Donc les belles photos qu'on nous vante, un peu comme des burgers hein, sur les affiches, je pense que c'est quand même pas souvent. La plupart du temps, ça doit être quand même dans un brouillard de sable. Voilà pour la chose. Et assez impressionnant par contre de voir des routes à perte de vue en avion, où vous voyez quand même des routes qui continuent au milieu du désert tout droit, comme si on était, je sais pas, en Arizona, des routes tout droites comme ça au milieu du désert, au milieu de rien, absolument rien, qui continuent à perdre de vue. Très impressionnant à voir. Et on voit qu'il y a encore beaucoup de potentiel de développement dans les Émirats, parce qu'il y a vraiment il y a des surfaces incroyables. Donc voilà pour ma partie expérience de Dubaï, qui m'a franchement pas trop fait rêver, hein, on va être honnête. Si un jour j'ai l'occasion d'y aller, d'approfondir, je ne manquerai pas de vous en faire part. Alors, pour faire rapide sur le Vietnam, alors le Vietnam, on est dans un pays qui est quand même un peu plus pauvre que la Thaïlande, mais qui reste quand même plus riche que le Laos et le Cambodge. Vous tapez Ho Chi Minh, vous verrez qu'il y a quand même des buildings, vous verrez que c'est quand même très développé. Laos, Cambodge, ça reste des grandes campagnes. Voilà, alors, je connais pas, hein, je vais me faire taper dessus si les gens connaissent. Mais bon, ça c'est
évidemment un peu plus pauvre. Maintenant, ce qui m'avait surpris en discutant aussi avec des locaux, alors la Malaisie est pas mal orientée sur le business. En fait, effectivement, d'ailleurs au niveau des impôts, c'était plus intéressant. Il y a beaucoup d'expatriés là-bas. La Malaisie, c'est une bonne partie quand même de sa richesse est produite par le business, par les professionnels. Alors que la Thaïlande, c'est plutôt du tourisme. Et notamment du tourisme qu'on connaît tous. On me pose la question du genre de touristes qui vont en Thaïlande. Et le Vietnam, on est sur un niveau de vie qui est quand même plus faible. On est juste avant le Laos et le Cambodge et un petit peu après la Thaïlande. Alors, on va essayer de faire des catégories. J'ai fait un brouillon très rapide pour vous parler de mon expérience. En ce qui concerne déjà le gouvernement, c'est un gouvernement unique, comme en Chine, un gouvernement unique communiste. Et tout opposant va en prison. Et ça m'a amené à discuter un peu et à me rendre compte que, en fait, lorsque vous êtes confronté à ça pendant plusieurs générations, pendant des décennies, c'est intéressant parce que les personnes ne développent aucune forme de pensée. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le droit de penser, parce que si vous pensez, vous risquez d'aller en prison, à la fin, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les gens ne vont pas se mettre à avoir plein de mauvaises remarques sur le gouvernement, mais ne pas oser les dire. Pas du tout. En fait, à l'inverse, les gens vont totalement stopper toute forme de pensée. Donc, est-ce que c'est le fait que peut-être j'ai rencontré des personnes assez jeunes ? Je sais pas, mais il me semble quand même que la pensée est totalement détruite. Ils n'envisagent rien. Si je leur demande ce qu'ils pensent de leur pays, ils vont me parler de leur potager, de leur jardin, de 2-3 trucs assez banals. Aucunement, ils vont me parler de leur économie, de leur politique, de leur vision du monde. C'est très très limité. J'ai trouvé que leur pensée, la construction de leur pensée était très très limitée. Il y avait un aspect vraiment enfantin. Voilà, c'est vraiment... Là, je me repose dans tout ce que je vais dire que sur les appréciations personnelles, subjectives, sur mes sentiments. Mais voilà, c'est ce que j'ai ressenti dans mes rencontres. Il n'y a pas d'interdiction. C'est pas qu'ils ont peur de penser, c'est qu'ils ont abandonné totalement. Donc ils ont perdu l'habitude, donc ils n'ont plus aucune construction de pensée, ils n'ont plus aucun avis en fait sur quoi que ce soit. C'est un peu effrayant et c'est intéressant du point de vue Brave New World, vous savez, Big Brother, tout ce qu'on veut, mais voilà, du point de vue de comment formater les consciences. Alors moi, j'étais jamais sorti d'Europe, j'avais fait un peu comme tout le monde les pays voisins, Espagne, Italie, etc., Angleterre et tout, et donc c'était ma première expérience en dehors de l'Europe. Moi, j'avais quelques idées sur l'Asie en regardant des vidéos sur YouTube, et c'était à peu près comme j'imaginais en fait. Alors au niveau du climat, on est sur un climat qui est très chaud, très humide. Il n'y a que 2 saisons, il y a la saison sèche et la saison pluvieuse, donc il n'y a pas printemps, été, automne, hiver, ça n'existe pas. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement là, moi pendant 1 mois j'étais en saison sèche, je suis resté 1 mois là-bas, et pendant 1 mois j'ai vu une seule fois de la pluie pendant 1 heure, c'est tout. C'est-à-dire que tous les jours vous savez qu'il fait 30 degrés et qu'il ne pleut pas. Voilà, donc c'est vraiment très stable, et vous verrez pas une goutte de pluie pendant 6 mois. Alors évidemment, dès que tu sors chez toi, tu peux prendre 2 douches par jour facilement. Dès que tu sors chez toi, au bout de 5 minutes, tu dégoulines parce que c'est une chaleur chaude et humide. Donc on est dans un way of life un peu américain, un peu peut-être dubaïote. Tu passes de clim à clim, c'est-à-dire que ils se sont vite adaptés aux évolutions. En fait, tu passes d'un mall commercial climatisé à une voiture climatisée, à ta chambre d'hôtel climatisée. Alors, tout est climatisé. Partout, vraiment, je pense que le Airbnb le plus pourri que vous trouvez, il sera climatisé. Tout est climatisé partout. Et en fait, même tu vas dans un café qui a une baie vitrée, toute la baie vitrée, elle est dépliée, ouverte, et tu as la climatisation à l'intérieur qui tourne à fond. Donc déjà, l'écologie, tu oublies. S'il y a un pays qui n'est pas écologique, c'est bien le Vietnam, comme beaucoup de pays d'Asie. Et donc, tu peux avoir aussi un taudis pourri avec des trous dans les murs épais comme ta main, mais tu auras la climatisation qui tourne à fond.
Donc voilà, pour donner une idée, moi j'avais une fois un Airbnb où il fallait que je paye l'électricité en plus du logement. Avec la clim, toutes les nuits et la journée un petit peu quand j'y étais, donc, je sais pas, peut-être 12 heures par jour de clim, 12 heures par jour de clim, plus électricité normale, frigo, etc. En une semaine, j'en avais pour à peu près 5 dollars. 5 dollars. Donc je pense qu'en France, évidemment, ce serait beaucoup plus cher que ça. Dès que vous faites tourner la clim, ça fait des factures très salées. Alors durant les premiers jours, j'ai eu... pendant tout le voyage, j'ai eu du mal, hein, on va être honnête. Mais durant les premiers jours, j'ai eu beaucoup de mal. Je ne pouvais pas respirer. Je pense que la première semaine où j'ai été là-bas, c'est pas seulement l'acclimatation, c'est qu'il y avait vraiment un pic de pollution la première semaine où je suis arrivé là-bas. C'était irrespirable. Alors, les 3-4 premiers jours, tu vois, j'avais 2-3 contacts là-bas, en fait, donc des locaux, et je me moquais parce que j'en voyais un ou deux avec des masques. Et en fait, alors j'ai pas acheté de masque, j'ai quand même fait 100, mais franchement, on m'en aurait donné un, je l'aurais mis. C'était vraiment la première semaine, je ne pouvais pas respirer, c'était horrible. Vous avez à la fois cette chaleur étouffante et vous avez à chaque coin de rue, dès que tu marches, t'as des centaines, des milliers de scooters qui passent, et à chaque vague de scooters, qui sont des vagues permanentes, hein, mais t'as des vagues de pétrole et d'essence qui te viennent dans le nez, et dans le visage. C'est très étouffant, quoi. Donc j'ai cherché dans toute la ville un parc. J'ai essayé de trouver le plus grand parc. Le plus grand parc, pendant un mois, pendant tout mon séjour, il était fermé. J'ai été une fois, on va en parler après aussi, il y a un type qui était planté au milieu du parc avec un espèce de casque de chantier. Il foutait rien, il était assis, devait être 15 heures d'après, et il me répondait à peine, et je lui demandais si c'était fermé ou pas. T'as une espèce de petite ligne puis voilà, puis tu pouvais pas rentrer. Donc voilà. Après, t'avais 2 autres petits parcs. Là, j'ai essayé de me promener. C'est un bien grand mot, mais j'ai jamais autant ressenti l'effet d'un arbre, c'est impressionnant. Dès que je suis arrivé au milieu de 3-4 arbres, tout de suite j'ai ressenti la nature. Je suis vraiment pas un mec chichi, pas new age, pas du tout branché écologie, vraiment, je suis à des années-lumière de tout ça. Je suis plutôt le gros américain avec son pick-up, tu vois, dans mon esprit. Mais là, c'est impressionnant. Et dès que tu arrives dans le parc, t'as envie de prendre l'arbre dans tes bras, c'est impressionnant. Parce qu'il y a assez peu de végétation. Là vraiment, dès que j'ai senti un tout petit peu... alors en fait, je dirais qu'il y a de l'ombre partout. C'est pas tellement que le soleil cogne, parce que... Alors ça aussi, en fait... Alors je n'ai pas vu le ciel pendant un mois. C'est-à-dire que le ciel est laiteux gris-blanc. Pendant un mois, j'ai jamais vu de ciel bleu. Tu es en permanence sous une chape de plomb qui est grise, en fait. Donc même quand je suis monté dans le haut des plus hauts buildings, au dernier étage, tu n'as pas de ciel bleu, c'est pas possible. Et puis, tu n'as pas du Central Park, c'est-à-dire que je connais pas New York, j'espère connaître dans un an ou deux, mais tu n'es pas coupé là. Quand tu es dans ton parc, il y a vraiment 3-4 arbres entourés de goudron partout. T'as assez peu de grande verdure, t'as peu de grandes pelouses, quoi. Et partout autour, t'entends la circulation, le bruit, les klaxons, mon Dieu, les klaxons. Ça klaxonne tout le temps. Tout le temps. Donc en fait, avec un peu de jugeote, ce qui s'est passé, c'est que le Vietnam était rempli de vélos. Et quand ils sont passés des vélos aux scooters, ils ont gardé la même mentalité. Je pense que c'est ça. Évidemment, tu sais qu'en vélo, tu fais ta sonnette sans arrêt. À chaque fois qu'il y a un piéton, tu fais ta sonnette. À chaque fois qu'il y a une voiture, un truc, tu fais ta sonnette. Donc l'utilisation de la sonnette en vélo, on a la même que eux, en fait. C'est-à-dire qu'on passe régulièrement des petits coups de sonnette quand on est en vélo. Mais sauf qu'un klaxon, ce n'est pas la même chose. Et ça, je pense que ça n'est pas intégré. Donc l'idée qu'un klaxon est un avertissement d'un danger ultime, ou d'une insulte pour dire espèce de gros con, ça n'est pas intégré chez eux. Pour eux, un klaxon est l'équivalent d'une sonnette de vélo. Donc ils sonnent tout le temps. Et puis bon, après, toute la circulation que vous connaissez, que vous imaginez, ils brûlent tous les feux rouges. J'ai des trucs, par exemple, je vous donne un exemple. Je commande un taxi, je monte dans le taxi, et vous imaginez une énorme... Je sais pas, Champs-Élysées, par exemple. Vous imaginez les Champs-Élysées.
J'en sais rien, mais je pense qu'il y a une ligne continue au milieu des Champs-Élysées. Je pense pas que tu puisses la traverser. Là, le taxi qui te prend donc sur le trottoir de droite, tu montes dedans, il y a, je sais pas, 3 fils à droite, 3 fils en sens opposé. Il va couper les 6 fils pour se mettre dans le sens opposé, en klaxonnant. Donc il va couper toute la circulation, sachant que la circulation est énormément dense, comme vous imaginez, avec tous les milliers de scooters et de bagnoles. Il va couper toute la circulation pour faire demi-tour, au lieu d'aller faire demi-tour au carrefour plus loin. Non, il va couper toute la circulation et arrêter toute l'avenue de 6 voies en klaxonnant pour faire demi-tour au milieu de la ligne blanche. Tu vois des trucs qui sont, mais c'est aberrant, quoi. Alors, les scooters en eux-mêmes aussi, il faut en parler. Ils ont un amour de leurs scooters. Et on va aussi parler des promenades. Et en fait, eux, quand ils se promènent... Mais ça n'arrive... Alors, j'expliquais en France, c'est des motos. Ça, ils comprennent pas le principe, vraiment. J'exagère, hein, mais je veux dire, l'idée... Alors, j'ai envoyé des vidéos. Voilà, l'idée, une vidéo d'un type qui est en Corse, qui fait de la moto au milieu des paysages sublimes, avec un beau ciel bleu, avec la mer... Personne sur la route, avec le type qui met le genou par terre dans les virages, c'est magnifique, qui roule à fond et tout, il s'éclate. Eux, ils font le klaxon au milieu de la pollution et ils se manquent de se manger des scooters tous les 3 mètres et ça les éclate. Ils adorent ça en fait. Et donc le soir, quand ils ont rien à faire et qu'ils veulent se promener, ils ne marchent pas, les Vietnamiens ne marchent pas, il n'y a pas de promenade. En fait, ils prennent leur scooter et ils vont se faire un tour de périphérique en scooter. C'est leur sortie, leur promenade. C'est vraiment c'est un délire un peu spécial. Donc tu peux pas comparer ça avec un tour de moto à la campagne, avec le genou par terre, à profiter des magnifiques paysages et de l'air frais, quoi. Non, là, t'es au milieu de la pollution, des klaxons, tu te manges des scooters tous les 3 mètres, et tu t'éclates parce que tu fais un tour de scooter. Donc c'est spécial. En tout cas, on peut dire que c'est des paysans comme point de vue. Du coup, on va en venir aux trottoirs et aux promenades. Une des grandes frustrations que j'ai eues, c'est que alors moi, je reparle encore de la ville de Ho Chi Minh, Saigon, la deuxième ville du pays, puisque je ne suis pas sorti pour des raisons personnelles, mais du coup, je suis resté là, effectivement. Et c'est vrai que dans cette ville que je souhaitais visiter, mais je n'ai pas pu. Enfin, du coup, au bout d'un mois, j'ai quand même réussi à visiter tout doucement. Mais l'idée européenne de se dire, ok, je vais prendre un Airbnb dans le nord, et puis une semaine dans le sud, et puis une semaine dans l'ouest, et une semaine dans l'est, et comme ça, je marcherai autour de mon Airbnb pour visiter la ville, c'est pas possible, c'est pas faisable. C'est pas du tout ancré dans la mentalité. Et du coup, ça m'a fait questionner sur l'idée de promenade, qui est un concept entièrement européen. Je sais pas en ce qui concerne l'Afrique, mais en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, et même, je pense, en Australie, je demande à voir, les gens ne se promènent pas. À la limite, ils vont prendre leur pick-up pour aller dans un parc, peut-être en Amérique du Nord, je sais pas où, mais il n'y a pas de promenade aux États-Unis, tu vois. Tu te promènes au milieu de rien, au milieu d'un périphérique. Et l'idée de promenade, c'est très très européen en fait. Et donc, comme c'est la première fois que je sortais d'Europe, ça m'a fait réaliser ça en fait. Que c'est pas que l'Asie, mais à mon avis le monde entier. La notion de promenade est très européenne. Mais c'est extrêmement violent parce que du coup, tu ne peux pas visiter si tu ne peux pas te promener. Parce que du coup, tu descends de ton hôtel. Il n'y a même pas de trottoir souvent, t'es largué au milieu de la rue, et en fait tu te retrouves immédiatement dans ton taxi, et tu vas quelque part. Donc t'as pas l'idée de je vais descendre en bas, aller flâner. Le mot flâner, ça n'existe pas en vietnamien. L'idée de flâner quelque part, c'est pas possible. Donc t'es vraiment jeté d'un endroit à un autre, tu descends de ton appart climatisé dans le taxi climatisé pour aller dans un mall commercial climatisé. Et c'est tout. Il n'y a rien à faire en fait. Donc t'as 2 petits parcs et une petite promenade le long de la rivière. De toute façon, c'est irrespirable. Donc tu vas te jeter dans un café climatisé pour respirer un peu et pour avoir moins de pollution. Donc
très très dur l'idée de se dire je vais aller visiter le Vietnam. Parce que tu ne pourras pas. À la manière où on peut l'entendre en tant qu'Européen, tu ne pourras pas, c'est pas possible. Tu vas passer d'un mall commercial à un taxi, à je sais pas quoi, un restaurant vietnamien, tu ne pourras pas visiter réellement. Alors pourquoi ? Parce que, encore une fois, dès que tu sors d'Occident, là je vais comprendre quand même l'Amérique du Nord, dès que tu sors d'Occident, il n'y a pas de trottoir. Et le peu de trottoirs qui existent sont complètement défoncés. Et en fait, il y a aussi autre chose. Ils ont en fait cette habitude de foutre tous les scooters sur les trottoirs et ils bloquent intégralement le trottoir. Les piétons, ils en ont rien à foutre parce qu'il n'y a pas de piétons. La plupart du temps, tu verras que si tu marches, tu es tout seul. Il n'y a personne qui marche. Donc même pour faire 20 mètres, quand tu as une supérette à 20 mètres de ton Airbnb, les mecs, ils prennent le scooter, ils font 20 mètres pour se garer à la supérette, et puis ils refont 20 mètres pour rentrer chez eux, en scooter. Ils ne marchent pas. C'est vraiment impressionnant. Tu vois des types en scooter monter sur le trottoir pour commander une glace ou je sais pas quoi, ou un hot dog ou un truc comme ça, et redescendre du trottoir sur le scooter. Et ils ne descendent même pas de scooter des fois. Donc c'est vraiment un truc, j'ai trouvé ça un peu à l'américaine, quoi. C'est le pays du pétrole, quoi. Et encore une fois, je suis très loin d'être un écolo ou quoi que ce soit, mais c'est assez spécial. Même que tu aies des types qui vendent des choses sur le trottoir, c'est une chose, mais ils comprennent pas à un moment qu'on a besoin de marcher aussi, tu vois. Non, ils se foutent vraiment, ils étendent tout leur stand dessus, et des fois t'as un gadget, je sais pas, t'as une poubelle ou un truc, ils te mettent un truc en plein milieu. Je me dis, bon, j'aurais été en France, j'aurais foutu un coup de pied dedans, quoi. Si c'est pas pour dire, j'aurais insulté le mec, tu vois. Mais, parce que il y a un moment où t'arrives à un niveau de tension dans ta tête, tu te dis, putain, mais c'est pas possible, quoi. Donc, donc voilà, mais bon, là j'étais là-bas, et j'ai hésité, je me dis, est-ce que je le ramasse proprement et je décale ? Il y avait un objet, je sais plus ce que c'était, une lampe ou un machin, je sais plus, qui était posée à côté du stand. Mais en plein milieu, avec le fil qui pendouille en plein milieu. Et pour une fois, parce que c'était un endroit un peu concentré avec du monde, je voyais 3-4 personnes comme moi qui étaient gênées. Mais il n'y en a aucun qui dit au type, mais dégage ton truc. Aucun. Ils sont là à enjamber le truc. C'est phénoménal. Et en fait, tu as des endroits... Par exemple, tu as t'arrives à la fin du trottoir, tu as un passage piéton. Les mecs mangent sur le passage piéton. Donc ils ont les petits tabourets, en Asie, ils ont souvent ça. Les petits tabourets, là, tu sais, pour s'asseoir à 10-15 cm. Ils te foutent les tables et tabourets sur le passage piéton. Putain, mais sans déconner. Donc c'est des trucs que tu peux pas imaginer. T'arrives au bout du trottoir, tout défoncé, au milieu des scooters, des machins, et tu te tapes encore des mecs qui bouffent au milieu du passage piéton. Et donc c'est que des trucs comme ça. Et il y a un moment, j'en ai plus rien à foutre qu'on puisse me dire t'es méprisant, c'est un point de vue occidental. Il y a un moment où c'est quand même du bon sens, où c'est du bon sens qui n'a pas lieu dans ce pays. Donc voilà, c'est toujours un peu surprenant. Alors je dirais des choses positives un petit peu après, vous inquiétez pas. Par rapport à ces trottoirs, toujours, il y a des gardiens de trottoirs. Il y a des types qui sont chargés des parkings de scooters. Donc un peu partout vous trouverez, alors je connais, enfin c'est des constatations que j'ai faites, j'en ai pas trop parlé mais c'est des constatations, c'est ce que j'ai compris. Il y a des types qui sont habillés en vert, parce que tout est en vert là-bas. Alors je fais une parenthèse, vous avez beaucoup de difficultés à discerner la police, parce que tout le monde c'est le gouvernement unique en fait. Les militaires sont mélangés à la police, on comprend pas très bien qui fait quoi, qui est quoi. Tout le monde est habillé en vert, donc tu ne sais pas si c'est une sorte de sécurité privée. Est-ce que c'est un vigile de supermarché ? Est-ce que c'est un gardien de scooter ? Un gardien de parking ? Est-ce que c'est un policier ? Est-ce que c'est un militaire ? Tu n'en sais rien en fait. Tout le monde est habillé en vert. À partir du moment où il y a une fonction de sécurité, ils sont tous habillés avec un uniforme d'armée. Donc tu ne sais pas qui fait quoi. Enfin, pour un Européen, un Américain qui a l'habitude des costumes militaires et police, là-bas, tout le monde est habillé en vert, et limite, même des agents de sécurité, j'en ai vu en vert. Donc en fait, tu ne sais pas qui fait quoi là-dedans.
C'est impossible de savoir. Je sais même pas s'il y a une police municipale et nationale. J'en sais rien. Tout le monde est habillé en vert, donc c'est très très dur de faire la différence entre les divers services de sécurité. Et par ailleurs, à la sauce Dubaïot, ça je suis assez d'accord. Les locaux m'expliquaient qu'il y a beaucoup de undercover, c'est-à-dire que la plupart des policiers sont en civil. Donc il y a des policiers absolument partout en civil. Donc tu ne sais pas qui est policier. Potentiellement, tu en as un à côté de toi dans le restaurant. Tu ne sais pas qui est policier en fait. Et ça, ce qui est propre à des régimes un peu sévères, je suis pas tout à fait contre. Il y a ça à Dubaï. Je suis pas tout à fait contre le fait qu'on ne voit pas ou très peu la police, mais que à partir du moment où il y a un débordement, paf, d'un seul coup, le type sort son brassard et le type se fait arrêter. Parce que ça oblige à un certain sérieux, à une certaine rigueur. Et je pense que là-dessus, on pourrait s'inspirer d'eux. Renforcer les effectifs de police et en fait simplement mettre des agents un peu partout en civil qui rôdent quoi. Donc ou qui a des doubles casquettes quoi. Tu peux avoir certainement, je ne sais pas, hein, mais j'imagine tu peux avoir certainement un simple petit gardien de parc qui est habillé en vert qui en fait va être un policier. C'est pourquoi pas, c'est intéressant comme concept. Donc je vais quand même vous lâcher un premier point positif. Il y a en fait vos déplacements, évidemment, donc vous pouvez très difficilement, très péniblement marcher à pied, donc vous pouvez faire vos déplacements en voiture. Il y a 2 réseaux, j'ai connu le deuxième très tard. Le premier c'est Grab, qui est le Uber asiatique. Je sais pas pourquoi Uber, j'avais entendu qu'il y a quelques mois qu'ils s'étaient rétamés en Asie, ils ont lâché le marché et ils l'ont laissé à Grab. Grab c'est impressionnant, j'ai reçu mon relevé bancaire. En fait, je dois avoir une moyenne à 2 euros à peu près. Donc c'est-à-dire que pour le prix d'un ticket de bus, vous traversez une bonne partie de la ville en voiture climatisée avec le chauffeur qui vient vous chercher. Il y a eu 2-3 fois où c'était long, mais dans l'ensemble, franchement, c'est impressionnant. En 2 minutes, le chauffeur est en bas de chez vous. En 2 minutes, 3 minutes, franchement. Très très impressionnant. Mauvaise habitude que je prends parce qu'effectivement, en France, après, t'en rêves, quoi. Tu rêves de ce service où tu fais 2 clics et en 3 minutes, t'as un chauffeur en bas de chez toi et tu payes 2 euros pour aller à l'autre bout de la ville, faire tes courses, tout ce que tu veux. C'est sublime. Ça, effectivement, c'est bien sûr le privilège, le white privilège. Le privilège à un occidental parce que pour nous, c'était pas cher. Mais malgré tout, parce que eux se déplacent plutôt en Grab scooter, qui doit être, je pense, à peu près 2 fois moins cher, il me semble. Moi, je prends pas de 2 roues pour des raisons d'assurance, de sécurité. Je sais pas si je me plante, je suis pas très bien assuré. Je connais pas ni les hôpitaux ni rien, donc je voulais pas prendre de risques. D'ailleurs, la ceinture, c'est à la mode, tu oublies quoi. Donc, des fois il y en a, des fois il y en a pas. Enfin, il y en a, mais en fait, elles sont tout le temps bloquées, mal foutues, ou bref. Mais les voitures sont correctes. Les voitures sont vraiment correctes. Au mieux, t'as une petite Toyota Yaris, par exemple, quand c'est vraiment le pire, mais c'est très correct. Et ça m'a amené à découvrir des voitures électriques vietnamiennes. Je pensais que c'était chinois au début. Ils ont un constructeur qui s'appelle VinFast, comme ça se prononce, VinFast. Le logo c'est un V, qui est un constructeur vietnamien. Je connaissais pas effectivement, et qui construit pas mal de voitures électriques. J'ai regardé le cours de bourse, il est à plat, hein, mais comme à peu près, peut-être à part les Allemandes, et encore ils sont en train de se ramasser, mais à peu près n'importe quel cours de bourse de n'importe quel constructeur automobile dans le monde, sur du long terme il est à plat, donc là-dessus il n'y a rien à dire. Donc VinFast a également lancé son application de taxi. Je rappelle plus, je crois que le nom est le même, ça doit être VinFast aussi, je sais plus. C'était des taxis V quoi, donc ils sont repérables parce qu'ils ont une couleur particulière. Donc j'ai appris ça au dernier moment, au moment de partir. Ils étaient même moins chers de temps en temps que les Grab, donc très intéressant. Donc voilà, le transport à ce niveau-là, tip top, vraiment cool. Les taxis officiels à fuir, j'ai pris une seule fois parce que j'arrivais pas à charger Grab le premier jour. Véritable escroc, comme tout le monde m'avait prévenu, effectivement. Donc faut prendre du Grab faut prendre des applications, faut pas prendre de taxi officiel.
Après, vous avez le café. Alors, le café, c'est une tradition, hein. A priori, ça a été un- euh, introduit par les Français, puisque les Vietnamiens ne consommaient pas de café. Aujourd'hui, ils sont deuxième producteur de café au monde. Le café excellent. Et vous savez, c'est comme les oranges d'Espagne. Vous achetez des oranges d'Espagne en France, elles sont dégueulasses. Vous achetez des oranges d'Espagne en Espagne, elles sont très bonnes. Et le café, c'est pareil. Donc, il faut vraiment aller sur place. Le café vietnamien est très bon. Vous avez des mugs un peu à la Starbucks. Donc, ils vont vous faire des mugs chantilly, tout ce que vous voulez, avec des arômes. Il y a pas mal de choses. Et ça va être grosso modo 2 fois moins cher, puisqu'un mug en France, ça va être 5-6 € à Starbucks. Et là-bas, vous aurez. Déjà, tous les cafés font des mugs. Vous aurez du mal à trouver un expresso comme on a en France. Et ça va être à peu près 2 € en général le café. Et là, on redémarre un peu les critiques. C'est que dès que tu vas arriver dans un commerce. Alors, déjà, les commerces vietnamiens sont très petits. Donc, c'est des rez-de-chaussée d'immeubles, peut-être 20 mètres carrés, quelque chose comme ça. Il y a peu de commerces spacieux. 20 mètres carrés, je dirais même 15 mètres carrés. Et voilà, on va attaquer tout de suite sur le dur du sujet. Il y a un manque de goût. C'est catastrophique. Et c'est pas une question d'argent, vraiment pas. Et en fait, donc, la plupart des commerces, vous aurez vraiment 4 murs blancs avec les tables et chaises. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de décoration. Il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de... C'est même presque difficile d'avoir des plantes vertes. Il n'y a pas de décoration. C'est très impressionnant. Le raffinement, le goût, l'esthétique est très absent, je trouve, de la mentalité de la population. J'étais avec une fille qui me dit tu vois, j'ai des amis qui habitent dans ces immeubles-là. C'est des immeubles qui donnent sur la rivière de Saigon, sur le fleuve. Euh, alors, les immeubles sont à côté du Landmark, qui est le plus grand bâtiment de la ville. Et les immeubles qui entourent Landmark sont des sortes de tours HLM. Je suis un peu méchant, mais à l'intérieur, je pense que c'est assez luxueux. Mais à l'extérieur, ce sont des putains de tours HLM dégueulasses. Excusez-moi du peu. Et la fille rêvait, elle disait waouh, tu vois, mes amis sont riches, ils habitent dans les tours là, c'est waouh, c'est incroyable. Et mon Dieu, que ça me faisait pas rêver, quoi. Donc tu as 2-3 buildings qui ont été construits par les Vietnamiens, très souvent associés avec des sociétés étrangères. Tu as le Bitexco, je crois que ça s'appelait, qui est assez joli esthétiquement, qui a priori avait été construit par un architecte vietnamien. J'ai pas poussé toutes les recherches partout, mais je crois que le Landmark, c'est une société anglaise, il me semble, ou américaine, je sais plus. Donc ils sont souvent associés avec des étrangers, parce que souvent, soit il y a un problème de savoir-faire, ou alors de fonds financiers. C'est quand même rare que ça soit 100% vietnamien. Je m'attendais à avoir plus de présence de la Chine, mais j'ai l'impression que c'est plutôt occidental pour le coup. Alors vous avez ce qui pour moi a été des paysans, mais ça va encore, certains vont encore dire je fais l'occidental. Mais bon, c'était les rooftops, parce qu'évidemment en France t'as pas beaucoup de rooftops, t'en as peut-être quelques-uns à Paris, mais c'était un truc un peu new-yorkais pour moi qui était très dépaysant. Donc j'ai fait pas mal de rooftops. Sur les rooftops vous allez avoir beaucoup d'étrangers, parce que c'est cher pour des personnes locales. Effectivement, tu as des verres, tu vas avoir ta pinte de bière à 10 €. D'ailleurs, il n'y a pas de pinte de bière, c'est plutôt des bouteilles. Donc, enfin, ouais, de 7 à 10 € peut-être. Donc, ce qui est un prix correct pour nous, sachant que... Bon, après, je vais en parler une autre fois. Mais bon, sachant que tu dois inviter les femmes, hein, elles ne payent jamais. Donc, si tu es avec une copine, tu dois tout payer en double. Sachant également que le prix du service et de la taxe, la TVA, n'est souvent pas inclus dans le prix. Donc tu te retrouves avec des écarts de prix par rapport au prix écrit sur le menu et le prix réel qui est souvent de 15% de plus. Donc à partir du moment où tu es dans ton rooftop, tu aperçois la ville et là tu te rends compte d'une chose, c'est que la ville, elle est très jolie la nuit. Et donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est que
Si vous allez à Saigon, je préfère l'appeler comme ça, c'est plus simple qu'Ho Chi Minh. Si vous allez à Saigon, c'est une ville à vivre de nuit, pour plusieurs raisons. Parce qu'il fait moins chaud, parce qu'il y a moins de pollution, comme il y a moins de circulation la nuit, et parce que la ville la nuit est très jolie avec les lumières. Alors que le jour, tu as la pollution, la chaleur, et les immeubles sont moches. Faut être honnête, c'est pas beau. Ça met en valeur tout ce qui est pas beau en fait, la lumière du jour. Donc c'est vraiment une ville à vivre de nuit pour plusieurs raisons. Donc il y a un écart massif entre les prises de vue que je faisais au coucher du soleil, où vous avez les prises de vue. Alors la nuit se couche à 5 heures toute l'année. Donc comme il n'y a pas de saison et de variation comme en France, donc toute l'année la nuit se couche à 5 heures. C'est assez tôt quand même. Et donc, j'avais des écarts entre les photos à 4 heures et les photos à 6 heures, 5 heures et demie. Entre le jour et la nuit, bah, c'est le cas de le dire, c'était le jour et la nuit. Donc, on va revenir à l'esthétique. Il y a un manque criant d'esthétisme, de raffinement, de beauté. Je veux pas attaquer en soi la politique, mais bon, tu peux pas forcément incriminer uniquement la culture vietnamienne, mais peut-être se pose la question du mouvement politique. Parce que bon, dans tous les pays qui ont sombré dans le communisme, bon, l'Union soviétique, ce qu'elle construisait, c'était pas le summum de la beauté esthétique, tu vois ce que je veux dire. Donc, de manière générale, les mouvements communistes ne produisent, ils produisent pas beaucoup de beauté, quoi. Donc, je pense pas que ça soit forcément intrinsèque à la culture vietnamienne, mais plutôt à la pensée politique, peut-être qui imprègne le pays, qui fait qu'il y a pas beaucoup de beauté qui est produite. Du coup, on va en venir d'ailleurs au musée, à l'art. Il y a rien. Circuler, il n'y a rien à voir. Je suis tombé sur un ou deux antiquaires, voilà, qui étaient, comme d'hab, des petites surfaces, 15 mètres carrés. Mais sinon, tu vas avoir beaucoup de mal à trouver de l'art. Donc, il n'y a pas d'art. Les écrivains, je sais pas, j'ai pas fouiné. Je suis pas sûr qu'il y ait des grands écrivains vietnamiens. Et donc, en fait, donc, tous les bâtiments récents, à part un ou deux buildings assez jolis esthétiquement, dans l'ensemble, c'est moche. Tous les beaux bâtiments anciens sont français. Le palais de la réunification, qui est le palais plus ou moins présidentiel local, quoi, a été bombardé par les Américains et reconstruit par les Vietnamiens communistes. L'architecture communiste, quoi, il n'y a rien à dire. Et tu vois les anciennes photos du palais de la réunification qui étaient français, c'est pas pareil. donc voilà, le marché Bentham qui est connu, qui est français. Il y a un jardin, je sais plus lequel, qui a été construit par les Français. Il y a une grande avenue assez chic avec, je me rappelle plus les noms des bâtiments. Il y a une grande avenue chic avec tous les magasins Louis Vuitton, etc. Avec un bâtiment qui fait le bout de cette avenue, c'est l'avenue Nguyen, je crois, qui est français, avec du coup des magasins français dedans, Louis Vuitton et compagnie, tous les magasins de luxe. Et en fait, même ça, quand j'expliquais aux locaux, tu sais que ça c'est français, ça c'est français, ça c'est français. Tu as le palais de justice qui d'ailleurs est écrit en français, palais de justice, ça a été construit par les Français. Donc tous les beaux bâtiments d'architecture d'époque sont français. Et c'est pas du tout en soi de manière réjouissante que je dis ça, c'est que tu déplores le fait que tu vas dans un pays exotique, en tout cas tu es expert exotique, et tu arrives sur place et il n'y a aucune culture locale, il n'y a rien. Donc c'était en fait, j'étais dépité. Je pouvais pas visiter, je pouvais pas marcher, et le peu de choses sur lesquelles j'arrivais un peu à flâner dans les rues, il y avait rien de vietnamien. Donc c'était assez dur. Et au niveau des musées, tu as un seul grand musée à Saigon, qui est le musée, roulement de tambour, le musée de la guerre. Donc tu as tous les appareils de torture, les photos de la guerre. J'ai même pas été en fait, pour être honnête. Parce que j'allais pas là-bas pour.
limite pour les locaux, quoi. Pour te rappeler de ton histoire de guerre locale. Mais bon, j'ai pas envie d'aller là-bas pour voir toutes les horreurs de la guerre. Voilà, ça me fait pas rêver. Donc j'y ai pas été. Donc voilà, c'était le seul musée local. Après, t'as un petit bâtiment, excusez-moi, j'ai oublié tous les noms. Je suis tombé par hasard dessus parce qu'il était joli. J'ai pas regardé qui l'a construit pour le coup. C'était un musée pareil sur la colonisation en fait, en gros. Il y avait une petite, alors c'était petit, hein, j'ai très vite fait le tour. Et t'avais une petite pièce qui était plutôt en français et qui expliquait que les Français avaient laissé des belles choses. Et là, je me dis, attends, on va voir l'architecture, on va voir l'art, on va voir la nourriture, je sais pas, des belles choses, ouais. Et ben, la belle chose positive que les Français avaient laissée au Vietnam, c'était le communisme. Et donc, tu avais des revues de presse, des journaux français de l'époque, gauchistes, voilà, qui vantaient les mérites du communisme. Et donc, les Vietnamiens se félicitaient que, malgré l'horreur de la colonisation, il y ait un bel héritage qui était le communisme. Donc voilà, il y a un troisième tout petit musée, j'ai pas été voir. C'était de l'art abstrait contemporain. Je pense que quand j'ai dit ça, j'ai tout dit. Rien de spécial à voir. Donc voilà, échec et mat. C'est dramatique. C'est dramatique. Tu n'as pas la claque culturelle que tu espères avoir. Il n'y a rien. Donc la claque se produit au niveau vestimentaire sur les femmes, en fait. À mon grand plaisir. Alors, d'une part, sur la manière culturelle, elles ont ce qu'on appelle les Tao Dai. Je trouve ça très beau. Je me suis surpris même moi-même presque à trouver ça beau. Parce que j'avais vu un peu, peut-être dans des vieux films, des costumes un peu asiatiques, donc japonais. Bon, je trouvais ça sans plus. Mais pour le coup, vraiment avoir, notamment j'étais là vers la fête de la tête, le nouvel an lunaire. Et vraiment les femmes avec ces costumes-là, c'est très féminin, très joli. Et celles qui ont les moyens, elles ont des costumes avec de la soie précieuse, avec des vêtements précieux qui sont signés par des grandes marques. Donc c'est très beau, très féminin. On va en venir aux femmes. Les femmes sont très féminines, je veux dire du point de vue extérieur. Donc même quand elles n'ont pas des costumes traditionnels, elles ont des jupes c'est Bigard qui râle à la salle de jeu. Donc en fait, il n'y a aucune insécurité dans le pays. Donc du fait qu'il n'y ait aucune insécurité, les femmes peuvent rentrer à pas d'heure la nuit, il n'y a pas de problème. Même avec une jupe à la salle de jeu. Et du coup, elles sont très féminines, très bien habillées. Elles sont toutes très fines. Il n'y a pas d'obésité dans le pays. C'est impressionnant. Tu reviens en France, tu prends une claque parce que tu dis, mon Dieu, mais les Françaises sont grosses. On critique les Américains, mais il commence à y avoir des problèmes de surpoids en France, tout doucement, qu'on ne voit pas arriver et qui sont bien réels. Au Vietnam, les gens sont vraiment... c'est des tailles de guêpes, c'est très impressionnant. Tu trouveras pas, évidemment, de femmes aux cheveux bleus, tu trouveras pas de lesbiennes, en tout cas publiquement, pas de revendication, j'en ai pas vu passer. C'est un autre monde, quoi. Alors on peut en venir à la nourriture. Je pense aussi que les Vietnamiens mangent beaucoup moins que les Français. Parce que le peu de restos que j'ai fait, enfin à chaque fois c'était... les gens ils prennent 2 bouchées et ils ont plus faim, quoi. C'est impressionnant. Donc on mange pas la même quantité. Je mange à l'américaine peut-être maintenant, peut-être pas encore, mais on est entre les deux quand même, la France. Déjà le concept entrée plat dessert, pour eux c'est trop. Tu vois, ils ont pris l'entrée française, la salade, tu vois, et puis en fait ils ont plus faim, c'est fini. C'est fini, quoi. Donc et d'ailleurs ils proposent pas vraiment de dessert, c'est quand même plutôt rare, c'est pas trop ancré. En général, ils prennent un plat, tu vois. Limite, tu prends ta soupe, ils appellent ça la pho, là, PHO, le pho. Et limite, tu prends une soupe, un tout petit bout de pain, et ça y est, t'as fini ton repas. Donc, pour nous, c'est pas suffisant. Et là, j'ai eu un gros problème sur la bouffe. En soi, tu fais un bon restaurant vietnamien, il n'y a pas de souci, la bouffe vietnamienne. Il n'y a pas de souci, c'est bon, ça se mange très bien. Mais le problème, c'est que tu es obligé de faire des restaurants tous les jours.
Parce que dans la rue, tu sais pas ce que tu bouffes, tu as des problèmes d'hygiène que je vais pas souligner. Donc, tu peux aller chez certains vendeurs de sandwichs. Le problème, c'est que les sandwichs sont minuscules. Donc, ouais, le sandwich est à 3 euros, mais tu regardes les conneries de YouTube où les gens te disent, oh, la vie est pas chère. Oui, mais non, parce que ton sandwich à 3 euros, pour moi, c'est un dessert, quoi. Donc, il m'en faudrait 3 pour bouffer. Donc, il me faudrait dépenser 10 euros pour manger. Donc, en fait, tout ce qui paraît pas cher, le problème, c'est que tu dois en payer 2 ou 3 ou 4 pour bouffer. Donc au final, ça te revient très cher. Et donc, au niveau hygiène, tu sais pas où te bouffer. Le peu de sandwich, tu dois bouffer le triple. Bref, et sinon, tu te retrouves à manger dans des restaurants. Les restaurants ont des prix quasiment français, quoi. C'est des prix français. Donc, en fait, tu te retrouves... ou alors, sinon, tu te fais livrer. Tu te fais livrer par Grab, qui fait aussi les livraisons de bouffe. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre l'application, parce que c'est moitié thaïlandais, moitié vietnamien, moitié anglais, donc je comprenais pas tout. Quand j'ai pris en main le machin, puis je savais pas où commander, c'est toujours le même problème. Et au final, pareil, problème de proportion de bouffe, et prix de livraison, etc. Donc en fait, j'en avais pour 20 à 30 euros de bouffe par jour, ou alors je crevais de faim et je mangeais pas. Donc la bouffe a été un problème majeur, ça m'a coûté une fortune, et j'ai jamais trouvé de solution à ce problème-là. Et donc à la fin, je crevais de faim, et j'étais content de partir, parce que j'étais en train de mourir de faim, franchement. Donc voilà, et après il te reste les magasins. Donc je pense que comme en France tu as que des petites supérettes, les grands magasins étant à l'extérieur de la ville, et je me pose plusieurs questions. C'est que les Vietnamiens n'ont pas de voiture, ils roulent en scooter. Donc comment est-ce qu'ils font les courses pour la semaine pour une famille de 3 enfants? J'en sais rien, en scooter je sais pas. Donc une locale m'a répondu qu'en fait il se faisait livrer. Donc on revient à la culture un peu, la culture pétrole, on va appeler ça. C'est il n'y a pas de promenade, hein, vraiment c'est un truc. Donc ils se font livrer même la bouffe, apparemment. J'ai pas trop de détails là-dessus. Donc voilà, j'en sais pas plus. Vraiment, ça a été personne savait me répondre quand je posais des questions sur la bouffe. Personne savait me répondre. On me disait, bah tiens, va manger un sandwich là, tiens, va faire ça, tiens, bah le restaurant te convient pas, bah si, mais c'est 15 balles quoi. Enfin, j'ai jamais trouvé de réponse, comment vous mangez. Ou alors on me disait, oui, mais moi c'est ma mère qui me prépare à manger. Ou, bah oui, mais ta mère elle achète où? Enfin, je ne comprends pas. Pendant un mois, et malgré mes rencontres, j'ai jamais compris comment ils faisaient pour bouffer. Donc je pense qu'ils mangent quand même beaucoup moins que nous, donc la question se pose pas. Mais donc pour en venir au magasin, donc les petites supérettes locales, encore une fois petites, euh, tu as rien dedans quoi. En fait, tu as que de la bouffe coréenne et japonaise. Et grosso modo, le magasin, ça va être des noodles. Donc c'est les espèces de pâtes de riz là, euh, des soupes. Qu'est-ce que j'ai bouffé? Après, les chips, il y a rien. Je sais pas ce qu'ils bouffent, je comprends pas en fait. Donc je me suis retrouvé à acheter des œufs qui en fait étaient des œufs cuits, parce que je comprenais rien, c'était en vietnamien. Donc je me suis retrouvé avec des œufs cuits, je savais pas quoi en faire, parce que je comprenais pas que des œufs cuits ne soient pas mis au frais, ils étaient dans les rayons secs, et les œufs étaient jaunes, normalement des œufs cuits, on est d'accord que le contour est blanc. Donc j'ai rien compris à ce que j'ai acheté. C'était un cauchemar la bouffe quoi. Et après t'achètes des noodles, c'est écrit, c'est même pas en vietnamien, je pense que ça doit être du coréen ou je sais pas quoi. Alors après t'achètes tes noodles c'est sympa, t'en bouffes 3-4 jours, mais après t'en as plein le cul, t'as envie de manger autre chose quoi. Donc impossible de bouffer quoi, un enfer. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? J'ai acheté de la viande séchée de bœuf. Je sais plus combien j'ai payé ça, mais bon, c'est pareil, tu mâchouilles ça, bon, tu fais ça un jour ou deux, puis après tu as envie d'autre chose, quoi. Donc vraiment, c'était un enfer la bouffe. C'est mignon les paquets de chips, mais voilà. Après, t'avais quelques sandwichs triangles, sauf qu'ils sont périmés en 48 heures. Donc t'as pas d'industrie de sandwich, donc en fait, c'est des sandwichs, je pense, qui sont faits par le caissier peut-être, ou peut-être une entreprise locale.
Mais tout se périme soit le jour même, soit le lendemain. Maximum. Pareil, les sandwichs, tu fais ça 3-4 jours, puis après tu dis, bon, mais j'aimerais bouffer. Bouffer. Il y a rien à bouffer, quoi. Je ne comprends pas comment ils font. La plupart des gens se font tous livrer à la maison, quoi. Mais ils ne bouffent rien. Donc ils sont livrés à la maison, 3€. Bah ouais, mais c'est pas possible pour moi, quoi. Donc non, je crevais de faim là-bas, et j'ai jamais trouvé de solution. Je vous dis pas comment j'ai jubilé quand je suis rentré d'aller à Carrefour, prendre la bagnole, remplir le coffre et le caddie de course, bouffer du gras, du sucre, du machin, des plats, des lasagnes, tout ça, putain, mais oh là là, ça m'a fait du bien, quoi. Et de même, dans les Airbnb, vous trouverez pas de couvert, pas d'assiette, ou une assiette sur deux, une casserole sur deux, y a rien. Dans les Airbnb que j'avais, vous pouvez pas bouffer, quoi. Des fourchettes très rares, on vous file des baguettes, c'est très 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 dur, je pense, pour un Français de bouffer là-bas. J'ai voulu acheter des tomates cerises, elles étaient immondes, mais vraiment immondes, dégueulasses. Mais tout le reste, tu trouveras des machins déshydratés, écrits en japonais ou je sais pas quoi, ou en vietnamien. Bon, mais voilà, tu sais pas ce que t'achètes. C'est des petits machins que tu mets de l'eau chaude dedans. C'est rigolo 3 jours, mais tu peux rien bouffer, quoi. Bon, je fais des transitions à 90 degrés. Je voulais parler aussi des mœurs pudiques des Vietnamiens. Si tu trouves une copine, tu verras que tu ne peux pas l'embrasser dans la rue. Même si c'est ta femme, tu ne pourras pas. C'est pas tellement que c'est illégal, mais officieusement, personne ne le fait. Et c'est très 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 mal vu. Donc, c'est très particulier. Même dans un ascenseur, elles refuseront parce qu'il y a une caméra. Il y a une caméra, on n'embrasse pas. Donc c'est assez spécial. Et ce qui fait que c'est surtout tout ou rien. C'est-à-dire que si tu la ramènes chez toi, tu peux enfin l'embrasser, mais si tu la ramènes chez toi, tu fais la totale, quoi. Normalement, ça marche comme ça, quoi. Donc ça doit être un peu bizarre. Et en fait, tu dois tout payer en tant qu'homme. Et le problème, c'est que tu te demandes, ok, mais il y a un moment où je fais 2 rendez-vous, 3 rendez-vous, 4 rendez-vous, on fait des restaurants, des bars, des machins. Et je peux jamais l'embrasser. Mais si je lui dis, viens, on va chez moi, elle dit, ah non, machin. Mais du coup, je peux pas t'embrasser parce que t'es pas chez moi. Donc en fait, t'es qui ? T'es une pote à qui je paye tous les verres, en fait. Toutes les sorties. Donc, je pense que c'est très avantageux pour les femmes. Là, tu peux jouer la friendzone à fond et te faire tout payer pour les femmes. Donc, c'est vraiment... c'est particulier. Mais par contre, effectivement, si tu décroches une vietnamienne, c'est des filles que je trouve très belles, très féminines. C'est agréable. Et puis, il n'y a pas de... Je trouve qu'elles ne montent pas dans les tours. C'est peut-être lié au fait qu'on dit qu'on ne perd pas la face en Asie, je sais pas. Mais même les discussions que j'ai pu avoir, que ça soit pas... par exemple, je prends l'exemple à l'écrit. Tu vois, quand il y a un malentendu, en général, ou un problème... Le ton va hausser très vite en France et la fille va te bloquer, t'insulter, te bloquer. Ici, elles ne te bloqueront jamais, elles ne te bloquent pas, elles s'énervent pas, elles vont juste arrêter de parler calmement. Les choses s'arrêtent en douceur, très calme. Il n'y a pas d'excitation, il n'y a pas d'énervement, il n'y a pas d'ego en fait. Il n'y a pas c'est moi qui ai raison, toi t'es con. Ça n'existe pas. Il n'y a pas autant d'ego que chez nous. C'est très différent, ouais. À chaque fois, les choses atterrissent en douceur et ça s'arrête calmement. C'est très calme. Ça m'amène aussi à parler des Occidentaux, les Blancs. On va les appeler comme ça. Pour une fois, je peux parler librement. Les Blancs en Asie, enfin en tout cas au Vietnam, et c'est là où ça va souligner toute mon aventure et toute ma conclusion aussi. Les Blancs au Vietnam étaient que des pecnos. J'ai croisé une famille au Landmark, qui est la plus haute tour de la ville, qui est censée être une tour un petit peu luxueuse du coup. Donc j'ai croisé une famille de Français au Landmark qui avait l'air bien. Mais dans l'ensemble, tous les Blancs que j'ai rencontrés, que je leur ai parlé au nom, c'était beauf, c'était des pecno-beaufs, quoi, vraiment. Tu as honte, je sais pas, mais personnellement, j'avais honte d'être blanc, franchement. Et pourtant, tu vois, ils le prennent pas comme ça. C'est très étonnant.
Donc tu vas avoir une grosse vache de 200 kilos avec de la cellulite, habillée dégueulasse, avec la transpiration, les trucs, tatoués, ils sont tous tatoués. Tous les blancs que je croisais, c'était tatoués de partout. Quoi. T'avais un mec chauve qui était tatoué partout sur le visage, sur le crâne, sur les jambes et tout, c'est dégueulasse. Un genre de mec qui a une gueule de gang de cartel mexicain, c'était un blanc, quoi. Tu sais même pas comment il est passé à la douane, je comprends pas. Et en fait, t'avais un gars une fois qui était habillé jaune fluo avec des bananes sur ses vêtements, des bananes, des cerises, je sais pas quoi, mais un vêtement de clown, quoi, franchement. Et avec un bob assorti à ses vêtements. Et tu te dis, bon, ça devait être un Américain déjà pour se fringuer comme ça, c'est pas possible. C'est pas un Européen, c'est pas possible. Mais bref, et j'étais avec 2 Vietnamiennes et elles ont rigolé, elles ont trouvé ça super mignon. Alors qu'évidemment, pour moi, j'ai trouvé ça complètement vulgaire et idiot. Et elles, voilà, elles ont vu un blanc habillé avec des bananes et des cerises et des jaunes fluo et un bob dégueu. Et c'était super mignon. Donc elles n'ont pas eu tout la même approche. Effectivement, ça confirme qu'elles n'ont pas l'approche esthétique des choses. Mais ouais, j'étais surpris. Donc voilà. Ça résume tout mon séjour pendant un mois. C'était un manque d'esthétisme. À part les femmes, en fait. C'est incroyable. Hein. C'est que vraiment, pas d'art, pas de musée, pas d'architecture, à part française. Pas de beauté, quoi. Aucune beauté. Les blancs que tu croises, dégueulasses. Je voulais rajouter quelque chose au niveau des mœurs et du côté pudique de l'aspect vietnamien. Si tu as une copine qui loge sous ton toit, tu dois la déclarer aux autorités. Si tu as un ami, un cousin, tu dois le déclarer. Donc officieusement, ça ne se fait pas toujours, on est d'accord, mais au niveau de la loi, c'est obligatoire. Donc voilà, et puis tout ça dans un building, imaginons que tu sois millionnaire. Parce que j'ai vu quand même une Rolls, j'ai vu une Ferrari, j'ai vu une petite Porsche GT3, il y a quelques beautés des fois, donc il y a quand même quelques millionnaires, quelques milliardaires. Eh bien, ces messieurs rentrent chez eux dans leur building dernier cri, et ils n'ont pas d'eau potable, puisqu'il n'y a pas d'eau potable dans tout le pays. Donc c'est aussi ça de sortir d'Occident. Donc c'est un peu tout ça que je voulais dire. C'était pas du tout hautain ni rien. Je m'en fous si les gens pensent ça. Je veux quand même rappeler que j'avais entendu un Canadien qui disait « Mais vous savez, la France est en train de tomber. Mais la France, elle tombe de très très haut parce qu'elle a été très haut pendant des siècles. » Donc c'est ça qu'il faut pas oublier. Moi, tous les youtubeurs qui se la pètent en Asie, arrêtez vos conneries 5 minutes. Franchement, j'ai jamais eu autant de plaisir que quand je suis rentré. Le calme, la douceur de vivre en France, c'est vraiment un agrément incroyable. Voir dans le train après, depuis l'aéroport, cette variété de paysages, ce beau ciel bleu, même Paris forcément, et pas franchement pollué par rapport aux grandes villes de Saigon, c'est quand même une fine fleur ce pays. Et je pense même, franchement, n'importe quel pays européen, et quand même tu t'y sentirais mieux, tu t'y sentirais vraiment mieux qu'en Asie. Donc je suis humble, je dis que mon avis est celui d'un type qui n'était jamais sorti d'Europe. Voilà, la claque a été grande. Est-ce que j'aurais aimé la campagne du Vietnam? Peut-être. Maintenant, voilà, admettons que j'aille à la plage, je vais m'amuser à la plage pendant 1 mois ou 2, et puis après, on fait quoi? Après, tu retournes en ville, et c'est quoi les villes? Des paillotes? Ou alors tu vas dans la grande ville, et la grande ville, c'est ce que je vous explique là. Donc, s'il y a une réalité du terrain que je devais vous remonter, tout le monde parmi vous n'est peut-être pas non plus sorti d'Europe. Et en fait, j'ai rarement entendu ce genre de témoignage dans le sens où j'ai l'impression, et c'est ce que je voyais là-bas, que les gens manquent d'esprit critique un peu constructif. À la limite, ils vont se contenter de dire que c'est pauvre. Mais c'est pas tellement un problème de pauvreté. Il y a des fautes de goût. Où je vais te prendre un dernier exemple. D'une Ukrainienne, j'ai vu une vidéo sur Instagram d'une une Ukrainienne qui a immigré en France avec son mari français.
Ils ont les moyens, ils ont acheté un beau bâtiment Napoléon III à la campagne, avec un grand jardin dans lequel il y avait le grand portail, la magnifique allée avec des arbres et un beau cèdre du Liban, tu vois. Et sous le cèdre du Liban, qui avait 150 ans ou je sais pas quoi, il y avait une petite pousse végétale verte et ils avaient du mal à faire pousser de la pelouse. Elle a fait venir son père ukrainien en vacances et il a dit ah bah j'ai mis de l'ail sous l'arbre. Mais je veux dire t'es à ton entrée de ton beau manoir Napoléon III avec ta Porsche et tes petits cailloux. Tu vérifies qu'il n'y a pas un caillou dans l'herbe, tu le remets sur le chemin. Et le type vient faire pousser de l'ail au milieu de ton truc. Et c'est ça qui est peut-être même français ou européen de l'Ouest, parce que peut-être espagnol, italien, etc. bien sûr, que beaucoup de pays n'ont pas. Alors est-ce que c'est lié au communisme ? Certainement, peut-être d'autres choses, je ne sais pas. Mais ce raffinement, cette réflexion, cet esprit constructif, critique, voilà, si vous êtes un gros beauf qui va en Asie pour se taper des femmes, peut-être que tout ça, vous le verrez pas. Vous serez très à votre aise. Maintenant, est-ce que Jean-Michel Delatour, marié avec Bérangère je sais pas quoi, ils vont aller en Asie ? Je suis pas sûr. Je prends toujours cet exemple extrême. Mais ouais, est-ce que des personnes un peu raffinées, élevées, bourgeoises, intelligentes, cultivées, s'éclatent vraiment en dehors de l'Europe ? Ben, j'ai un doute, parce que même celles qui s'expatrient aux États-Unis sont souvent mal à l'aise. Donc il y a quand même quelque chose qui n'est pas de l'ordre de aller tous les jours au musée, c'est pas de ça. Il y a un petit raffinement dans l'air qui est en train de se perdre avec les problèmes qu'on connaît, mais il y a un petit raffinement dans l'air quand même, dans le quotidien, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est bien présent. Et au final, ça m'a fait de la peine de voir la fine fleur européenne qu'est la France, une belle civilisation comme ça. Ça m'a fait encore plus de peine de rentrer, de me dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est incroyable ce pays. C'est-à-dire que, pour que vous compreniez bien, que j'enfonce la dernière fois le clou, une ville, la deuxième ville du Vietnam qui est plus importante en population que Paris, un village français a plus de patrimoine d'art, d'histoire, de musées, de culture. J'exagère un peu si je parle de culture peut-être, mais que la deuxième ville du Vietnam qui est plus grande que Paris, vous rendez pas compte. Ça a été une claque pour moi, mais monumentale. Alors tu rentres dans ton pays et t'es accueilli à l'aéroport. Bonjour monsieur, si les douanes. Ok. Bonjour monsieur, si machin truc, si par là. Bonjour monsieur, j'y vais vous vendre une baguette et un croissant. Ouais, bah oui, il faut le dire, ça te fait mal au cœur. Que tu t'atterris à Charles de Gaulle, t'as pratiquement pas un français. Bah ça fait mal au cœur. Tu sais qu'au Vietnam, quand tu te promènes dans la rue, tu te fais beaucoup scammer, aborder parce que t'es blanc. T'es blanc, donc t'es censé être soi-disant riche, et donc tout le monde veut plus ou moins t'arnaquer. Donc il y a pas mal de scams, faut faire attention. Tu es nourri de la beauté d'un peuple homogène. Tu vas en Afrique, t'as des Africains. Tu vas en Inde, t'as des Indiens. Tu vas en Asie, t'as des Asiatiques. Tu vas en Amérique du Sud, t'as des Latinos. Exception faite de l'Argentine, il faudrait que j'en reparle d'ailleurs. Mais tu vas en France, tu as tout sauf tes Français. Dans certains endroits, à certaines heures. Et évidemment que c'est chagrinant. C'est chagrinant. Pourquoi est-ce que le multiculturalisme, il ne va que dans un sens ? C'est une question. Pourquoi est-ce que quand Dubaï joue la carte du multiculturalisme, c'est marrant, mais ils donnent le passeport à personne. Ils sont prêts à avoir un pays, tous les Émirats s'il faut, multiculturel, mais personne ne détiendra cette nationalité. C'est intéressant. Et donc ici, tu te promènes dans un pays et les gens te regardent comme un étranger parce que t'es blanc. Et ben, c'est pas désagréable, en vrai. Et tu sais pertinemment que tu deviendras l'exotisme. Déjà, tu es l'exotisme, déjà par exemple pour les femmes, mais
tu demain deviens vietnamien, tu parles la langue, tu es intégré, tu deviens l'exotisme qui fait que la norme tient. Et c'est ça aussi l'immigration, normalement, ce serait déjà un quota d'un mélange de pays et pas de 2-3 pays majoritaires. Et c'est l'exotisme aussi. Donc bon, voilà, je pars sur un autre sujet, mais c'est intéressant parce que ça aussi, forcément, comme c'est la première fois que je sortais d'Europe, en plus, qui plus est dans un pays qui avait été colonisé par la France, après, on va pas refaire l'histoire, et puis je pense que les Américains ont fait plus de mal que la France, à mon avis, mais je me rends compte de plusieurs choses. Je me rends compte que les Vietnamiens n'ont aucune rancœur des Français, à la limite peut-être plus des Américains, et encore, en fait, pour eux, l'histoire, c'est l'histoire, ils s'en foutent, c'est vraiment, ils ont tourné la page de manière incroyable. Ils sont pas en train de jouer les victimes sans arrêt, de nous ressasser ceci, cela. Pas du tout. Ils ont complètement tourné la page, sont passés à autre chose. Ils font leur vie, en fait. Et même, c'en est à un stade où, en fait, ils ne savent même pas qu'il y a plein de bâtiments chez eux qui sont français. Ils se rendent même pas compte, ou ils le savent pas, je sais pas. Bon, on revient après à cet esprit que je disais, où ils se prennent pas du tout la tête. Ils ont complètement arrêté de mener des réflexions. Alors, vers quoi se tourner si vraiment il y avait des catastrophes en Europe? Moi, je vois que l'Argentine, que j'aimerais visiter d'ici 1 an ou 2, on verra, parce que il ne reste, en dehors du continent européen, forcément, il ne reste que l'Argentine, qui est un peuple européen qui peut être intéressant. Évidemment, vous allez avoir l'Australie. Bon, là, je pars du principe que l'Angleterre est dans l'Europe, on est d'accord. Et évidemment, vous allez avoir l'Australie. Je suis moins emballé, notamment après pour des raisons de goût personnel, et puis parce que ça fait quand même quelques années, depuis 2020, on sait qu'ils ont pas mal dérapé dans un aspect un peu totalitaire. Et puis je pense qu'ils sont quand même très éloignés de nous mentalement. Alors que les Argentins, le vin, la bonne bouffe, je veux dire le bon vin, la bonne bouffe, y a quand même un art de vivre qui a un mélange un peu italien, français, espagnol. Il y a quelque chose quand même qui est du portrait européen. Donc je pense que c'est une bonne issue de secours. Si vous y avez été, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'irai visiter là-bas, je pense, dans 1 an ou 2. Et voilà ce que j'ai pensé de l'Asie, de un pays, de une ville. Et évidemment, j'ai pas tout fait, et j'ai pas fait la campagne, j'ai pas fait les plages, j'ai pas fait d'autres pays. Mais à mon avis, vu que ça correspondait à peu près à ce à quoi je m'attendais en vidéo, je pense que le reste aussi correspondra. Et en fait, il est certain que le déracinement est quelque chose de très dur. Je veux aussi vous rappeler une interview de Antoine de Maximi, celui qui fait l'émission J'irai dormir chez vous, qui a voyagé probablement dans le monde entier maintenant, à la rencontre de beaucoup de peuples, et lui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il rencontre vraiment les populations. Mais il en est venu à la conclusion que la France était le plus beau pays du monde. Donc c'est pas en étant chauvin, enfermé d'esprit, tu vois, c'est en ayant voyagé dans le monde entier. Donc il y a une double conclusion. La première, c'est que économiquement, militairement, on peut très bien être dépassé. Mais quelle est la valeur que vous donnez à l'art de vivre? Et l'art de vivre est en train de se perdre également. Ça, c'est ma deuxième conclusion. Donc, il faut s'en imprégner. Et comment on fait? Par exemple, j'aimerais commander des livres de Balzac pour lire. Je vois même moi-même, en écoutant mes audios, que j'ai perdu l'articulation, j'ai perdu une certaine grammaire, une hauteur de vocabulaire. Quand j'improvise comme ça et que je parle rapidement, j'en suis pas non plus à un accent de quartier, mais on voit que j'ai perdu. Donc il y a encore quelque chose qui imprègne cette civilisation de l'ordre de la grandeur, qui se ressent au quotidien, qui est en train de s'affaisser. Je pense qu'il faut simplement s'en imprégner de nouveau. Et pour ça, il n'y a que la culture, l'art, l'histoire, les choses comme ça, s'imprégner. Avoir le sens du raffinement, du beau, du bagou,
Et je peux te dire que dans ce que j'ai vu, tu peux aller autant que tu veux à Shanghai. J'ai vu des vidéos récentes de la Chine, c'est incroyable. C'est incroyable. Les 5-10 dernières années, là, c'est incroyable. Nous, on est encore à la Chine des années 2010, mais, ou 2015 peut-être, mais là, 2025, ça met une claque énorme. Et donc, je pense que tu peux aller en Chine, tu peux aller à Dubaï, tu peux aller où tu veux. Il y a quand même... Alors, on peut parler d'architecture, mais tu ne referas pas une civilisation comme la civilisation française. Et avant qu'ils puissent reconstruire une ville comme Paris au Vietnam ou en Chine, d'ailleurs, ils ont essayé, vous devez le savoir, ils ont reconstruit un mini Paris en Chine. Je vous laisse regarder sur YouTube des reportages à ce sujet. Et il y a un type, je crois que c'est un Anglais, qui a été filmé tous les revers et tous les détails de ce mini Paris. C'est une catastrophe, c'est fait en carton-pâte, c'est des trucs... Enfin, c'est une catastrophe, t'as des espèces de HLM juste à côté des bâtiments haussmanniens, c'est une horreur, quoi. Donc une fine fleur comme ça, exactement comme la civilisation grecque ou romaine, il en reste des vestiges et tu pourras pas la rayer de la carte du jour au lendemain, quoi. Et je termine enfin en parlant d'une petite vidéo de quelques secondes que j'ai vue qui m'a fait rire. On voyait un type dans un réel sur Instagram qui disait « Oui, c'est vrai, l'Amérique est en train de nous dépasser, l'Europe est foutue. » Et il était en train, je crois, de boire du champagne en costume cravate sur un air de compositeur européen, je sais plus, c'était Vivaldi ou je sais pas quoi. Et il n'avait pas l'air malheureux. Donc l'idée c'est ça. Combien ça coûte l'art de vivre, l'élégance, le raffinement, le style, la grandeur d'âme, la beauté, combien ça coûte? Ou alors, est-ce qu'il vaut mieux aller se taper des putes en Thaïlande entre deux tuk-tuk après avoir mangé des nouilles à 2 € chez un marchand sur le trottoir et avoir passé 6 mois sous les cocotiers à rien foutre? Quel genre de civilisation vous voulez devenir et rester? Maintenant, s'il n'y a plus aucun espoir pour X raisons, effectivement, peut-être jetons un œil à l'Argentine. Ça peut être intéressant dans les années à venir avec Milei. J'espère que cet audio sera pas trop violent à écouter et ne pas avoir dit trop de conneries non plus. Et puis je vous dis à bientôt.